Nous sommes en banlieue parisienne, un après-midi d'été vers 14h. Lola, 14 ans, se prépare pour sa première soirée avec son copain. Elle pense vivre une histoire d'amour, mais ce soir-là, tout bascule. Une fête, de l'alcool, des rires et un jeu stupide lancé entre garçons. Celui qui couchera le premier aura gagné. Lola ne le sait pas encore, mais elle vient de rentrer dans un piège. Quelques heures plus tard, elle rentre chez elle sous la pluie, en silence. Quelque chose s'est passé, mais personne ne veut l'entendre. Le lendemain, les messages commencent. Des rumeurs, des insultes, des vidéos, des moqueries, jusqu'à dans les couloirs de son collège. Et celui qu'elle aimait regardait sans rien dire. Harcèlement, silence, culpabilité, une histoire qui aurait pu rester cachée, mais Lola a décidé de parler. Aujourd'hui, elle nous raconte tout. Comment une soirée d'été s'est transformée en cauchemar. Comment un garçon, un seul, a réussi à déclencher une machine de haine. Une affaire d'adolescent, mais des conséquences d'adultes. Et une question qui reste. Quand tout le monde voit, pourquoi personne n'agit ? Bienvenue dans StoryCube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Lola. C'est une jeune fille qui a vécu une histoire absolument traumatisante et aujourd'hui, on a la chance de la voir dans StoryCube pour qu'elle nous raconte dans les moindres détails qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lola, bienvenue, enchantée. Ce que je te propose avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est peut-être que tu nous racontes un peu le contexte, comment t'as grandi. Moi, j'ai toujours grandi en étant la petite fille joyeuse qui rigole tout le temps, qui fait tout le temps des blagues, etc. J'ai jamais été malheureuse dans ma vie, je m'entends très bien avec mes parents, j'aime beaucoup ma famille, etc. Et arrivée au collège, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'intégrer avec les gens. Et arrivée au collège, j'ai rencontré du coup un garçon en 4e. T'avais déjà rencontré des garçons avant ça ou c'est la première rencontre que tu... C'est la première vraie rencontre, ou le premier amour, follement amoureuse à 14 ans, etc. Et faut savoir que le collège, ça se passait pas très bien avant. Ma 5e a été assez compliquée. J'ai subi aussi le harcèlement pendant ma 5e. Et du coup, je rencontre ce garçon dans une période où en plus, j'étais un peu perdue dans ma vie. Je me trouvais pas trop avec les gens, etc. Et du coup, le premier amour, follement amoureuse, un garçon génial à mes yeux, etc. Comment ça se passe au début? Tu le rencontres dans quel contexte? Il avait dit à une de mes surveillantes qu'il m'aimait un peu bien et du coup on a commencé à tchatcher sur les réseaux, il m'a envoyé un message, etc. Vous étiez dans la même classe ou dans la même... Non, on n'était pas du tout dans la même classe, on était en 4e tous les deux, mais du coup pas du tout dans la même classe. Et du coup on n'avait pas du tout d'amis en commun, donc vraiment pas de lien direct. Vous commencez à parler ensemble, c'est quoi un peu les premiers échanges que vous avez les techniques de drague des jeunes, hein. Okay. T'étais jolie aujourd'hui, j'aime bien comment t'es habillée, etc. Et en fait, ça s'est fait vraiment tout seul, on a vraiment adoré se parler, on se parlait tout le temps. Et ça allait très vite, en fait, on s'est mis très vite ensemble. De combien de temps à peu près? Au bout de, 1 mois, 2 mois de discussion. Donc, et ça se passait super bien au début, quoi. C'était génial et ça a vite dégringolé. Comment ça se passe au début? Vous vous voyez dans la vraie vie, vous faites des dates, c'est quoi un peu Alors moi j'ai un papa avec qui les garçons, on voit pas les garçons en dehors, il était pas trop d'accord, je suis sa petite fille, sa princesse, donc voilà. Donc on parlait beaucoup sur les réseaux, on se voyait en cours, donc on se voyait très souvent en fait. On se voyait un peu en dehors à la fin des cours, etc. Mais c'était vraiment sur les réseaux et en cours, quoi. Mais ça se passait vraiment bien. Il montrait qu'il m'aimait à ce moment-là. Moi, je l'aimais vraiment. C'était vraiment l'amour de ma vie à ce moment-là. Tes parents, ils sont au courant que t'es en couple aussi à ce moment-là ou pas forcément? Pas tout de suite. Ma maman commence à s'en douter un petit peu et je finis par lui dire parce que j'ai pas de cachotterie avec ma maman en fait. Donc elle l'a su et ça s'est très bien passé. Mais ton papa, pas tout de suite? Mon papa l'a pas su tout de suite. Mais ça s'est bien passé aussi pour lui, il l'a accepté et voilà. C'était dur, mais... Comment ça se passe? C'est quoi les premiers éléments déclencheurs où tu te dis qu'il y a peut-être un problème ou comment ça commence à s'empirer en fait? Ce garçon, il avait une jalousie excessive qui est ressortie très vite durant notre relation. Au bout de 1 mois de relation, c'est ressorti. J'avais pas le droit de m'habiller comme je voulais. Si je mettais une robe, j'étais habillée comme une pute. Si je me changeais pas le matin avant d'aller à l'école, il me parlait pas de la journée, etc. J'ai eu le malheur, entre parenthèses, d'être dans une classe en 4e que de garçons. Et ça s'est très mal passé. Comment ça que de garçons? Genre t'es la seule? C'est possible ça? Non, en fait, il y avait des filles, mais il y avait vraiment une grosse partie de garçons dedans. Et c'était la seule classe où vraiment je m'entendais avec tout le monde. Donc trop bien, en plus, sachant que l'année d'avant, j'avais subi de l'harcèlement. Donc j'étais super contente de ma classe, etc. Et en fait, c'est pas du tout passé
à ses yeux parce que je discutais avec des garçons. Si j'avais le malheur de regarder un garçon, c'était la crise dans l'après-midi. Il me parlait C'était quoi comme crise qui faisait? C'est qui tout double, soit vraiment pétage de câble, il m'insulte de tous les noms, t'es qu'une pute, tu m'aimes pas, etc. Soit plus aucune nouvelle pendant presque... Ça pouvait durer 3 jours, 3 jours sans nouvelles. Et pourtant, je le voyais à l'école la journée, mais il voulait pas me parler. Donc il te ghost pendant 3 jours? Exactement. Si tu parles à un garçon? Ouais, même si c'est un regard. Si on peut, vraiment, je me suis renfermée énormément sur moi parce que si j'avais le malheur de parler, moi j'avais peur qu'il parte plus loin que juste me ghoster, quoi. Et sur les vêtements, il disait quoi? Alors sur les vêtements, c'était assez vaste. Les hauts courts, en plus à 14 ans, c'est la période où on se trouve un petit peu dans notre style vestimentaire. Du coup, je copie un peu sur mes copines, etc. Donc c'était la période des crop tops, la période des jupes, des robes, etc. Et en fait, dès qu'on voyait un petit peu trop ma peau, ça allait pas pour lui. J'étais une pute. Je voulais attirer l'œil des garçons, ça allait pas du tout, quoi. Et toi, tu répondais quoi face à ça? T'étais comment? Comme dit, c'est ma première relation, donc moi je sais pas comment ça se passe une relation amoureuse en fait. Donc je me dis, peut-être qu'il fait ça parce qu'il m'aime, peut-être qu'il veut pas que les garçons ils me regardent, peut-être qu'il veut pas qu'on me fasse du mal, peut-être qu'il veut pas que j'aille voir ailleurs, pardon. Mais oui, en fait, on s'en rend pas compte au début, parce qu'on connaît pas ça. Et j'ai fini par m'en rendre compte quelques semaines après, parce que mes copines ont des copains aussi, ça se passe pas comme ça. Ma maman avec mon papa, elle s'habille comme elle veut. Donc on comprend très vite qu'il y a un problème, mais en fait, je sais pas quoi dire à ce moment-là. Juste ok, je me change et j'accepte. T'en parles du coup à tes amis, ils disent quoi? Alors j'ai toujours été quelqu'un de très fermé sur mes relations, c'est-à-dire que pour moi, parler de ces relations, ça attire le mauvais œil sur mes relations. Donc moi j'ai été toujours, je parle pas, etc. C'est ma relation, et voilà. Mais effectivement, quand je vois que ça commence à partir en vrille un petit peu, j'en discute pas forcément en pensant que c'est mal, mais tout de suite mes copines qui me stoppent, qui me disent « Ouais, mais non, c'est pas normal. Tu t'habilles comme tu veux, c'est pas parce que t'as un copain que tu dois t'habiller d'une façon que lui doit aimer, etc. » Et en fait, c'est limite, moi je comprends pas mes copines, mais pourquoi vous me dites ça? Vous voulez pas qu'on soit ensemble, etc. Donc c'est très dur en fait de peser le pour et le contre quand on est super amoureuse, quand on connaît pas l'amour. Donc je commence à me rendre compte, mais vraiment aveuglement en fait. Lui, il avait des potes, tu les rencontres Ouais, il avait un gros groupe d'amis hors du collège, donc ces amis-là n'étaient pas au collège avec nous. Et en fait, même avant qu'on se mette ensemble, j'ai vite compris que ce groupe d'amis allait être problématique, parce que c'est des personnes addictes à la drogue, addictes à l'alcool. Ils ont tous 14 ans, je tiens à le préciser. C'est très compliqué. Parce que moi, je suis pas du tout dans ça. Moi, j'ai jamais fait une soirée de ma vie à 14 ans. Je connais pas du tout ça. J'aime pas ça non plus, d'ailleurs. Et donc, j'ai vite compris que ça allait être problématique. Il était très souvent en soirée. Il buvait beaucoup. Il fumait beaucoup. Ses amis, pareil. Et en plus, ses amis ne m'aimaient pas du tout. Parce que, en fait, je pense que dans ce groupe d'amis, si tu n'es pas de leur côté, si tu n'es pas comme eux, ça ne passe pas. Moi, j'ai beaucoup reçu des messages de ces amis-là qui disaient « Vous allez pas du tout ensemble ». Il est pas pour toi, t'es pas faite pour lui, etc. C'était pas méchant, enfin, à l'heure d'aujourd'hui c'est méchant, mais je le prenais pas mal parce que pour moi c'était leur avis et je m'en fous en fait. Mais oui, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, c'était juste méchant et ils voulaient pas de moi. C'est quoi la suite de votre relation? Alors, j'ai appris longtemps après qu'il a passé les 3 mois de relation à me tromper littéralement tout le temps. Lui avait le droit de parler à qui il voulait, moi non. Donc ça a été assez compliqué, il y avait toujours ce truc des tenues, ce truc de jalousie excessive, etc. Il allait très souvent en soirée et fut un temps où il me demande à venir à une soirée avec lui. Et comme dit, moi je suis pas du tout dans ça, j'aime pas l'alcool, j'aime pas tout ce qui est drogue, j'aime pas fumer, enfin bref. Et il me demande de venir. T'as déjà été à une soirée avec lui en ce moment-là ou c'est la première? Non, c'est la première fois. En fait, il m'avait jamais demandé de venir avec lui. Et moi, j'ai jamais vraiment demandé, sans mentir. Et en fait, le meilleur ami de mon copain à ce moment-là aimait un peu bien ma meilleure amie à moi. Du coup, ils lui ont proposé aussi de venir. Sauf que moi, les soirées à ce moment-là, papa et maman, c'est hors de question. Ce que je comprends maintenant. Donc j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir à cette soirée, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, etc.
On finit par prendre la décision avec ma meilleure amie d'y aller, sans dire à papa et maman qu'on y aille. Donc papa et maman pensaient qu'on était à un anniversaire chez une amie à nous. Donc voilà. Je vais à cette soirée. Arrivé, on comprend tout de suite que c'est pas notre place. Il y avait des ex à lui dans cette soirée, donc tout de suite quand on arrive, il y a mon copain et je vois qu'il y a ses copines avec, il y a un problème, on comprend tout de suite que ça va pas le faire. Il y avait beaucoup d'alcool, ils étaient tous sous drogue. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Ma meilleure amie a plus réussi que moi, mais moi j'arrivais pas, je sentais que c'était pas ma place, que je devais pas être là, etc. Et on était dans un champ, donc avec plein de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, on arrive au moment où le groupe d'amis de garçons se distribue des préservatifs. Donc nous, les filles, on est toutes derrière, on était beaucoup de filles. Donc ça fait rire en fait sur le moment. Mais comment ça, pourquoi C'est... À 14 ans, chez nous, on est malheureusement dans une génération où tirer son coup à 14 ans, c'est fou en fait. C'est limite, on te donne un trophée si tu l'as fait à 14 ans. Et en fait, tous ses copains à lui l'avaient déjà fait. Et du coup, le pari, c'était le premier qui tire son coup ce soir à gagner. Et en fait, nous les filles, on comprend pas trop à ce moment-là, on rigole. D'un côté, ça fait pas rire, mais en fait, on se dit, bon, c'est juste une blague entre amis et ça va passer. Et on passe la soirée, etc. Ils étaient tous très alcoolisés. Moi, j'ai dû boire une bière, pas plus. Voire même si je l'ai bu, je m'en rappelle plus. Ma copine avait bu aussi. Tout le monde avait beaucoup bu, beaucoup fumé. Et arrive un moment où mon copain, du coup, me prend à part pour aller discuter. Donc, j'avais pas passé du tout de moment avec mon copain à cette soirée-là. Donc, je me dis, bon, bah, on va aller discuter. Trop bien, enfin, un moment tous les deux, etc. Et arrive le moment où on s'allonge dans le champ. Et on s'allonge. J'ai compris en fait à ce moment-là. J'ai compris que ça allait être pour moi. On s'allonge. Je dis plusieurs fois non. Au bout de 4 fois, on dit non. Bah, on laisse passer quoi. C'est mon destin et j'accepte. Faut savoir qu'il me bloquait le bras, juste pour tout de suite calmer. Oui, mais tu pouvais partir. Il me bloquait le bras. Et de toute façon, en fait, on est tétanisés à ce moment-là. On comprend pas ce qui se passe. Parce que pour moi, j'étais follement amoureuse de lui en fait. Et je pense, en fait, pour moi, ça arrive que dans les films. J'y croyais pas. J'étais, waouh, ça arrive vraiment en fait. Du coup, ça passe. J'ai pas du tout la notion du temps. Je pourrais pas dire ça a duré combien de temps. On se lève, on retourne avec tout le monde. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu réalises ce qui s'est passé? Non. Moi, j'étais juste dans le, bah, ça arrive pas qu'aux autres, ça m'est arrivé, mais je peux faire quoi de toute façon? C'est passé et c'est fait. Donc en fait, j'ai même pas de réaction et je pense que j'ai été dans le déni très longtemps. Parce que sur le moment, je vais être honnête, j'ai pas eu de souffrance intérieure en disant ça m'est arrivé. En fait, oui, maintenant je me rends compte que ouais, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et du coup, on retourne avec tout le monde, etc. Moi, je retourne avec ma copine. Et je laisse passer la soirée comme si de rien n'était. Lui qui s'alcoolise encore une fois, qui fume, etc. Et arrive un moment dans la soirée vers 2h30, 3h du matin, où il commence à pleuvoir et en fait, il faut savoir qu'on était dehors et c'était la période des couvre-feux pour le Covid. Et en fait, à partir de 18h, plus personne dehors. Et en fait, comme nos parents savaient pas qu'on était là, à un moment, on voit une ambulance passer avec ma copine et on se dit « Ok, faut pas qu'on reste là, si on se fait choper par la police, ça va pas le faire. » Et en fait, on part de l'endroit où il y avait tout le monde. C'était un village qu'on connaissait pas. Ils nous ont laissé partir toutes seules. On est resté 3h30 dehors sous la pluie, dans un village qu'on connaissait pas. Je le sais à l'heure d'aujourd'hui, je le savais pas sur le moment, mais pendant ces 3 heures-là, il a passé sa soirée à me tromper avec ses ex, après m'avoir fait ce qu'il a fait, quoi. Donc c'est hyper dur quand on apprend ça plus tard. On revient au bout de 3 heures, des gens finissent par partir, etc. On finit par tous dormir dehors, sachant qu'on devait dormir dans des tentes, on nous l'avait pas dit. On a tous dormi dehors. Le lendemain matin, mon papa vient nous chercher, donc mon papa, encore une fois, qui pense qu'on était à un anniversaire chez une copine. Et voilà, et en fait, on n'en a jamais parlé. Il en a jamais parlé et j'ai jamais, je pense, honnêtement voulu revenir dessus. Parce que comme dit, moi j'étais beaucoup dans le déni, je pensais pas que ça pouvait m'arriver et c'est passé et ça sert à rien de revenir dessus, quoi. Qu'est-ce qui se passe après ça? Le lendemain de cette soirée, je me rappelle, j'ai un repas de famille, donc très compliqué. Parce que j'étais très fatiguée, etc. Mon papa me ramène à la maison pour dormir. Sincèrement, j'ai dormi 4 jours de suite, je pense. Tellement fallait que je m'éteigne en fait pour accepter ce qui m'est arrivé.
Et 4 jours après, je retourne à l'école et j'ai appris du coup la tromperie durant cette soirée et j'ai appris une autre tromperie et j'ai dit stop. J'ai dit stop, on se sépare, c'est fini, je veux plus de toi dans ma vie, etc. Et effectivement, non, je suis pas partie à cause de ce qu'il m'avait fait à cette soirée-là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le diront. Non, je suis pas partie à cause de ça parce que je réalisais pas encore ce qui m'était arrivé. Et on en a jamais parlé tous les deux, donc oui, je suis partie à cause des tromperies de sa part. Alors, c'est allé très vite. Le lendemain de la rupture, je vais au collège. Ça a commencé par des signes de lui dans le bus, à travers les vitres du bus, de ses amis, des doigts d'honneur, des trucs très enfantins en fait, que je calculais pas au début, etc. Et en fait, c'est monté très vite sur les réseaux sociaux. Donc, ses amis qui étaient présents à cette soirée-là, qui sont pas au collège avec nous, m'envoyaient des messages en mode oui, mais de toute façon, il voulait juste ken, c'est bien fait pour ta gueule, voilà, vous êtes plus ensemble, enfin, etc. Donc c'est hyper dur, sachant qu'il faut encaisser la première rupture quand on est jeune, c'est très dur, encaisser ce qui s'est passé cette soirée-là. Et au collège, les amis qu'il avait au collège criaient mon nom dans les couloirs, me poussaient dans les escaliers. Lui, il s'amusait à du coup aller draguer mes copines. Enfin, voilà, c'est monté très très vite. Et tout de suite, ça s'est fait sur les réseaux, des groupes qui se créaient. Mon ex-copain qui racontait des choses que je lui avais confiées. Et vraiment, il envoyait des messages en groupe, il énumérait tout ce que je lui avais raconté. C'était vraiment dans l'optique de faire du mal, quoi. Bah, moi, comme dit, je suis dans le déni de ce qui m'arrive avant. Et en fait, je me dis, je vais faire la même chose. Je vais être dans le déni de ce qui se passe là. Donc, ma seule solution, c'est de ne plus parler, de ne plus prendre mon téléphone et de me renfermer sur moi. Ce qui n'est pas du tout la bonne solution, bien évidemment. Et je pensais que ça allait passer au bout de quelques jours, quelques semaines. Puis quand on voit que les semaines passent et que ça continue, on se dit ouais, bon, ça va peut-être être long en fait. Mais j'en ai jamais parlé tout de suite. Alors il y a les vacances scolaires qui arrivent. Donc je pars en Guadeloupe cet été-là avec mes parents et des amis à moi. Et en fait, ça a été vraiment le moment où je me dis je pars, ils vont me laisser tranquille. En fait, pas du tout. Pas du tout, je pars. Donc, faut se dire dans les têtes qu'il y a un décalage horaire. Donc, ils réfléchissent au décalage horaire pour montrer le vice quand même. Je vais faire de la plongée un jour avec mes parents, un moment incroyable. Mais qui, au final, malheureusement, chaque fois que je me rappelle de cet événement-là. Et en fait, en rentrant de la plongée, je reçois une vidéo de lui sur plein de comptes différents. C'est-à-dire, on l'envoie à mes copines, on me l'envoie sur tous mes réseaux possibles. Des faux comptes qui me l'envoient, vraiment, j'ai dû la recevoir 15 fois en quelques minutes seulement. Et en fait, c'est lui en train de faire des choses avec une fille. Donc là, déjà, moi, j'avais beaucoup de mal à encaisser la rupture. Et en fait, dans ta tête, tu dis, waouh, ils ont pensé au décalage horaire du moment de la journée où j'allais le recevoir. Enfin, vraiment, on se dit, c'est méchant. C'est vraiment pour faire du mal. Je venais à peine de rentrer de la plongée et en fait, à ce moment-là, je me dis, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce qu'ils vont pas me lâcher. C'est-à-dire que je suis sur une île au bout du monde, ils me lâchent pas. Et en fait, je m'effondre. Je m'effondre complètement dans les bras de ma mère, sauf que je lui explique juste ce que je viens de recevoir. Et ma mère, elle me dit, bon, c'est pas grave, c'est des bêtises. Sauf que j'arrive pas à lui dire ce qu'il y a réellement derrière. Et en fait, je me rappelle, j'ai passé la fin de journée éteinte, complètement, à me dire, en fait, ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter, mais je vais rien dire, parce que j'y arrive pas. Et arrive la fin d'été 2021, je suis plus du tout la même personne. C'est-à-dire que l'harcèlement continue, je dors des heures et des heures par jour, je ne suis pas sortie de tout l'été, mais ça va. Ça va, je me dis, ça a duré tout l'été, ils vont arrêter au bout d'un moment. Et j'arrive au collège, du coup, la rentrée en 3e. Donc, j'ai le malheur d'être déplacée d'une classe. En fait, les classes de 4e sont restées les mêmes en 3e. Et en fait, j'ai été la seule à avoir été bougée d'une classe, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait, c'est allé très très vite parce que l'harcèlement sur les réseaux ne s'est pas arrêté. Et au collège, du coup, lui prenait le relais. C'est-à-dire le soir, il prenait le relais sur les réseaux sociaux comme quand je rentrais. Et la journée, lui prenait le relais avec ses amis au collège quand j'étais au collège, quoi. Je me faisais pousser dans les couloirs, je me faisais insulter.
Il y avait un compte gossip collège de mon collège à ce moment-là. Ça parlait tout le temps de moi. Lola, elle se fait sauter dans toute sa ville. Lola, elle a trompé nanani. Enfin, c'était tout le temps des trucs comme ça. Pourquoi ils écrivent ça? Une méchanceté gratuite, je pense. En vrai, je ne saurais même pas pourquoi. J'étais la cible de beaucoup de gens, je pense, à cette période. C'est qui détenait ce compte? On sait pas. On sait pas et on n'a jamais su. Mais c'est des choses qui sont très souvent dans les lycées. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la vidéo, qui sont dans un lycée ou un collège, ça existe encore. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et le soir, sur les réseaux sociaux, ça m'envoyait des messages, ça commentait mes photos sur Instagram, ça répondait à mes stories Snap, enfin, des trucs vraiment enfantins, mais en fait, sur la longue, c'est lourd. Et j'avais beau bloquer, ça revenait avec des autres comptes. Et arrive, je pense, début septembre, je crois, la première semaine, je prends des médicaments un soir parce que je me dis je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, ça s'est pas arrêté pendant des mois et des mois tout l'été. Comment je vais faire une année de plus en fait? Et le lendemain, je vais voir mon infirmière scolaire qui a été incroyable avec moi durant toutes ces années, où je dis là ça a pu. Il faut savoir qu'elle m'avait suivie en fin de 4e quand je me suis séparée de ce garçon, qui voyait déjà que c'était bancal, ma santé mentale, etc. Et en fait, je vais la voir, je dis là, faut faire quelque chose parce que ça va plus, je vais péter un câble en fait. Sauf que je lui dis pas en vrai ce qui se passe. Je lui dis juste ma rupture, elle m'a mis à terre et je suis follement amoureuse et ça s'arrêtera jamais quoi. Faut savoir que personne n'est au courant de ce qui se passe à ce moment-là, à part quelques copines, parce qu'ils s'en sont pris à mes copines aussi, certaines de mes copines. Et arrive du coup ce moment où elle appelle ma maman, elle lui dit écoutez, votre fille va pas bien du tout. Je me fais hospitaliser dans la journée même. J'ai subi une hospitalisation de presque 1 mois, il me semble. Et je prends mes premiers médicaments antidépresseurs, des médicaments pour dormir, etc. Parce que je faisais beaucoup de cauchemars. Moi, en réalité, je savais ce qui se passait dans mes cauchemars. Mais comment expliquer la réalité quand on n'arrive pas à la dire, en fait. Et je retourne au collège au bout d'1 mois d'hospitalisation. J'ai été changée de classe parce que ma maman a fait les démarches et mon papa aussi pour revenir dans ma classe d'avant. Donc je retourne dans ma classe d'avant et là je me dis ok, ça va aller. Il faut savoir que pendant les 1 mois d'hospitalisation, j'ai reçu aucun message. Donc moi je me suis dit ça y est, ils ont compris que là j'en pouvais plus, ils avaient atteint leur but en fait. Et ça s'est calmé, je suis retournée au collège, ça s'est calmé aussi. Et en fait, dès que son regard se posait sur moi, j'ai commencé à faire des malaises. C'est-à-dire que je tombais dans les pommes, j'étais inconsciente, ça pouvait durer quelques minutes comme limite des heures. Je pouvais tomber 1 fois par jour comme 5 fois par jour. Et c'était invivable en fait. C'était tous les jours au collège, je tombais dans les pommes. Je crois qu'on a appelé je ne sais pas combien de fois les pompiers pour moi. Je tombais dans le bus avant d'aller au collège. Je suppliais ma maman de ne pas m'emmener à l'école le matin parce que j'y arrivais pas en fait. Dès qu'il me regardait, je sentais ses mains sur moi en fait. Ça allait pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, je fais mon année de 3e. Alors mon année de 3e a été très très compliquée. Faut savoir que j'ai pas suivi le harcèlement durant pratiquement toute ma 3e. Ça que au début, mais après mon hospitalisation, j'ai plus rien subi. Et du coup, les malaises continuent, je fais tous les tests possibles. Le collège, l'établissement n'est pas forcément très gentil avec moi par rapport à ça. J'ai d'ailleurs la principale adjointe une fois qui m'attrape par terre et qui me dit t'es allongée comme une clocharde, relève-toi, on a compris que tu faisais du théâtre, etc. Au conseil de classe, devant les délégués, donc élèves, ils disaient que j'étais une actrice, qu'il fallait que je fasse une école de théâtre. Et c'est limite qu'ils ne voulaient pas justifier mes absences quand j'étais au rendez-vous, parce que j'ai passé les rendez-vous neurologiques, cardiologues, etc. Donc ça a été très très compliqué. J'ai eu beaucoup d'absences cette année-là. J'allais pratiquement jamais à l'école, parce que j'étais tout le temps épuisée, je voulais pas y aller, etc. Je pleurais tous les matins avant d'y aller. Et arrive la fin d'année scolaire, je passe mon brevet, j'obtiens mon brevet. Et ça va beaucoup mieux dans ma vie. Ça va beaucoup mieux. Pendant l'été qui arrive, je reçois aucun message de ces personnes-là. Et c'est à ce moment-là où je me dis, bon, ça commence à aller mieux. Je parlais un peu avec un garçon. Et je me dis, bah, pourquoi pas retenter quelque chose avec un garçon, parce que ça y est, pour moi, j'étais guérie de ce qui s'était passé.
Et en fait, ça n'a même pas duré un mois que j'ai compris que non, je ne suis pas guérie et je vais faire du mal à quelqu'un parce que moi, ça va pas. Et ça a été, encore aujourd'hui, c'est un problème dans mes relations à cause de ce garçon. Il y a un réel problème dans mes relations, j'arrive pas en fait. Il a détruit une partie de moi qui, je sais même pas si c'est réparable. Du coup, tu le quittes, ce garçon, une deuxième fois ou... Ouais. Enfin, Alors, faut savoir que ce garçon était à peu près au courant de ce qui m'arrivait avec... Il savait que ma rupture avait été très compliquée, que la relation n'avait pas été très cool non plus. Donc il a compris, en fait. Il n'a pas été méchant avec moi. Il m'a laissé partir, en fait. Et moi, je lui ai dit, pars parce que je vais te faire du mal. Et ça a été très dur parce que je l'aimais beaucoup, ce garçon, et il était très gentil avec moi. Mais... c'était trop compliqué pour moi de devoir entretenir une relation. Surtout si lui, d'un côté, il allait pas bien dans sa vie, bah moi, je savais pas comment gérer parce que moi, ça allait pas du tout. Je pouvais pas me permettre de, moi, aller mal et faire du mal à quelqu'un d'autre, sachant que je sais ce que ça fait. Donc, je l'ai laissé partir et on s'entend très bien à l'heure d'aujourd'hui. Y a pas de... J'ai des antidépresseurs encore, je revois des psys, etc. Et arrive ma rentrée au lycée. Donc quelques jours avant, j'ai ma meilleure amie qui m'envoie un message qui me dit « Écoute, je sais nos classes. » Donc trop bien. Moi, il faut savoir que j'avais fait une demande, ma maman avait fait une demande pour que je sois avec ma meilleure amie pour soutien psychologique. Donc je devais être automatiquement avec elle. Donc très bien, je suis avec elle et en fait, elle me dit « Ouais, mais il y a un problème parce que la personne qui me l'a envoyé, c'est le meilleur ami de ton ex. » Et en fait, là, on prend un gros coup de massue parce qu'on dit « Ok, ils vont être avec moi toute l'année. » Et c'est hyper dur à encaisser. Je me rappelle la veille de retourner au lycée, ça a été très dur. Parce qu'en vrai, j'ai jamais vécu avec eux une année scolaire. Et quand je me dis, alors comment ils m'ont traité une année scolaire juste à travers les réseaux, j'avais très peur de ce que ça allait être en présentiel. Donc arrive la rentrée, et effectivement, tout ce groupe d'amis est au lycée. Pas mon ex-copain n'était pas là. Et ouais, ça a été très très vite. Au bout de 2 jours déjà, ça a commencé. Ça a crié mon prénom accompagné de celui de mon ex-copain dans les couloirs. Ça m'a tout de suite créé des réputations. Lola partout, Lola c'est une p***. En vrai, la même réputation que j'avais avant, mais du coup ça entretient la réputation. Mon adresse a fuité sur les réseaux sociaux aussi très vite. Pour quelle raison, en vrai, je ne sais pas. Et ouais, ça a été très vite et ça a été tout de suite très très dur. Et toi, tu réagis comment vis-à-vis de ces insultes? Alors, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui... Ouais, ça me fait rire. Je rigolais devant mes copines rigolaient avec moi. En fait, juste j'en rigolais parce que c'est rien que je pleure, en fait. Je vais faire quoi à part ne rien dire, en fait. Donc, je rigolais sur le moment. Bien évidemment, quand on rentre à la maison le soir et qu'on se remémore tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est pas la même chose, on rigole pas trop. Mais je voyais pas pourquoi aller pleurer chez les gens, en fait. Pour moi, c'est que ça devait m'arriver et je devais laisser faire, en fait. C'est quoi la suite ensuite? En novembre, j'ai refait un malaise. Ça faisait des mois que ça m'était pas arrivé. Et en fait, ils m'envoient les pompiers. Et en fait, arrivé aux urgences, j'ai écouté là, hospitalisez-moi, ça va pas du tout. Faut que quelqu'un me voie, faut que je parle à quelqu'un et il faut que quelqu'un m'aide en fait. Et j'ai tout de suite été prise au sérieux. Je suis hospitalisée presque 1 mois. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent à l'hôpital. Très très dur. Et un soir, j'envoie une lettre en photo à mes parents que j'avais écrite depuis... ça faisait un moment que la lettre était écrite. Et je parle de ce qui se passe depuis quelques années. Alors, il faut savoir que je ne parle pas de mon abus. Il s'est pas écrit dans la lettre. Et du coup, j'envoie ça à ma maman et à mon papa. En même pas de 3 minutes, ma mère, elle m'a appelée. Elle m'a dit « Ok, on va déposer plainte demain. » Donc, alors, c'est dur, mais de se dire « Ok, là, on nous tend la main, ça va aller en fait. » Le lendemain, je dépose plainte à la gendarmerie pour harcèlement visant 6 personnes, précisément. L'étape de la gendarmerie, c'est quelque chose de très lourd. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont censées te tendre la main, t'écouter, sachant qu'on est mineur à ce moment-là. J'avais 16 ans, il me semble. Et en fait, c'est des personnes qui te jugent clairement, qui te disent « Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu nous racontes? Pourquoi tu n'as pas quitté les groupes? Pourquoi tu n'en parles que maintenant ?»
Et en fait, on sait pas quoi leur répondre. Juste, j'ai peur et aidez-moi. Moi, on m'a dit, je ne sais pas combien de fois, de changer de lycée. Mais ma mère leur disait, c'est pas à elle de partir. C'est à eux d'être punis, en fait. Et c'est pas à elle de devoir fuir, en fait. Et du coup, j'explique le déroulement de toutes ces années, ma santé mentale, mes malaises, etc. J'ai une convocation pour aller voir un médecin légiste, donc un médecin judiciaire, celui qui expertise les médicaments qu'on prend, etc. J'ai ce rendez-vous avec cette fameuse médecin et ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'elle expertise mes cicatrices, les antidépresseurs que je prends, etc. En fait, je lui montre mes cicatrices que j'ai sur l'épaule droite et elle me regarde, elle me dit elles sont pas si profondes que ça. Donc c'est hyper dur d'encaisser ça, sachant qu'on vient de passer une procédure judiciaire qui est pas facile. Et là, en fait, c'est encore un message de on s'en fout, on te prend pas au sérieux. C'est très dur. C'est quoi la suite? Comment tu... Alors la suite, je retourne au lycée. Le harcèlement ne s'arrête pas. Mais avant de retourner au lycée, après le dépôt de plainte, ma mère appelle la CPE de mon lycée en lui disant « Écoutez-moi bien, ma fille ne retournera pas au lycée tant qu'elle n'a pas été vue par quelqu'un. C'est-à-dire que je ne retourne pas dans la cour de récré avec ces personnes-là tant qu'ils n'ont pas été vus et que moi j'ai pas été vue. » Tout de suite, on a été prise très au sérieux. Donc je vois ma CPE avant que les cours commencent. Elle me demande de tout lui expliquer, etc. Je lui explique tout. Ma CPE n'avait pas le droit de prévenir les auteurs d'harcèlement qu'on avait déposé plainte. Donc elle leur explique pas, etc. Très vite, elle me dit « Ok, je comprends, on va prendre les choses en charge, etc. » J'ai attendu presque une semaine pour qu'il soit convoqué. Donc pendant cette semaine-là, en fait, ça a continué. Et j'allais lui dire à la CPE. La CPE était au courant que ça se calmait pas, en fait. Moi, je leur disais « Mais vous êtes au courant, là, faut faire quelque chose. » Et elle les a vus. Et ce jour-là, un des auteurs principaux, il dit à ma CPE je vais l'attraper à la sortie du lycée. C'est une folle de dire des choses comme ça, c'est pas vrai. Et ma CPE me répète d'un calme, mais incroyable. Et elle lui a rien dit, il a rien pris pour ça. Et je lui dis ok, je sors pas du lycée en fait. Il va se passer quoi si je sors du lycée? Elle me dit oui, mais écoute, c'est que des paroles, il va rien faire, tu peux sortir en sécurité, il y aura un surveillant devant le lycée. Un surveillant, il y a tout le temps un surveillant devant le lycée. Et il y a aucun surveillant qui a voulu m'accompagner dehors. Ils ont voulu me faire sortir par aucune porte de derrière. J'ai dû sortir avec mes copines, ils étaient devant, hein. Mais il s'est rien passé, tant mieux pour moi. Mais aujourd'hui, je le dis, s'il se serait passé quelque chose, c'est hyper grave en fait de pas mettre en sécurité un élève qui se fait menacer. Il faut savoir que c'était loin d'être la première fois. Dans la suite de l'histoire, ça arrivait plus d'une fois ce genre d'événement. Alors du coup, l'harcèlement continue. Ma CPE est au courant. Je reçois des messages maintenant sur les réseaux de cet ex-copain quand il est avec ce groupe-là. Sur les réseaux sociaux, qui insulte mon copain à l'époque parce que j'avais un copain au lycée. Et qui m'insulte moi, qui insulte ma famille. Mon adresse continue de tourner. Moi, je pouvais pas sortir dehors parce qu'à chaque soirée de village, quand c'était annoncé sur les réseaux sociaux, on m'envoyait l'adresse de la soirée. On me disait si tu y vas, on t'explose la gueule. Donc je sortais plus. Il y avait des photos de moi qui tournaient, des photos qui n'étaient pas de moi. On disait que c'était moi aussi. Du coup, arrive mai, il y a le voyage scolaire en Italie qui est annoncé. Et faut savoir qu'à ce moment-là, je commençais un peu à me relever. C'est-à-dire que je commençais à prendre du caractère, on va dire, et à me dire que ça va aller. J'avais des antidépresseurs, ça commençait à aller mieux, etc. Et je pars en Italie avec mes copines, mes 2 meilleures copines. C'était un voyage absolument incroyable. Et en fait, c'est un peu comme la Guadeloupe. C'est-à-dire que, ok, je pars, mais ça va toujours pas mieux. C'est-à-dire que je suis dans un environnement de cartes postales. Et en fait, je suis toujours triste. C'est toujours très dur pour moi. Et là, on comprend que, ok, va falloir que je dise quelque chose. Parce que le harcèlement, je l'avais dit, mais malgré ça, il n'y a rien qui se passait parce qu'il faut savoir qu'au niveau judiciaire, il n'y avait pas d'avancement. Et en fait, je me dis, il y a quelque chose que je dis pas qu'il va falloir que ça sorte, en fait. Du coup, le voyage passe. Pendant le voyage scolaire en Italie, mes copines commencent à recevoir les convocations pour les témoignages sur le harcèlement. Donc,
ça va. Je me dis ça va aller, mais il va falloir que je parle quand même. Je rentre et le premier soir, je suis rentrée il n'y a même pas 24 heures. Je m'effondre dans ma chambre. Je m'effondre complètement et en fait, je me dis là, si je parle pas, je parlerai plus. C'est-à-dire que c'est maintenant ou jamais. Et j'écris à mes copines, parce que mes copines étaient au courant mais pas trop. Et j'écris à cette copine qui était là à cette soirée et je lui dis la vérité. Et pour ma copine, déjà, c'est dur d'encaisser ça, sachant qu'elle était là. Elle me dit désolée, j'étais pas au courant, j'aurais dû m'en douter, etc. Enfin bref. Et je le dis à ma copine, qu'est-ce que je fais? Et en fait, mes 2 copines à ce moment-là me disent descends et va le dire à ta maman en fait. Et je descends avant de rentrer dans sa chambre, je prends une grande inspiration. Et en fait, faut savoir que ma mère a toujours l'habitude que j'ai des coups de mou après avoir passé des belles semaines ou des belles choses, etc. Ça m'est toujours arrivé. Et en fait, je pense qu'elle s'est juste dit, elle a passé une semaine incroyable, là c'est juste le retombé, c'est pas grave. Et en fait, je me suis assise, j'étais effondrée complètement. Je lui ai dit, écoute, faut que je te dise quelque chose. Et en fait, c'est hyper dur parce que, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'elle s'en doutait un petit peu. Parce que c'est une maman et que ça se sent en fait. Et je lui ai dit, écoute, X m'a fait du mal. Et je pense que j'ai pas eu besoin de lui en dire plus en fait. Et en fait, c'est hyper dur d'encaisser, de dire ça à sa maman parce que, comme dit, moi, c'est quelque chose qui arrive que dans les films. Moi, je me voyais pas annoncer ça un jour à ma mère, en fait. Et en fait, je me dis, waouh, elle doit encaisser que sa fille n'aille pas bien, elle doit encaisser que sa fille subisse de l'harcèlement, et là, elle doit encaisser ça. Moi, je m'en voulais plus, limite, pour ma mère et tout ce qui allait arriver. Et c'est très bête, mais j'avais peur, limite, qu'elle me dispute d'avoir été à cette soirée, qu'elle me prenne sous son aile, en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas. Elle m'a tout de suite pris avec elle. Elle a tout de suite été là en fait. Et elle m'a tout de suite dit qu'est-ce que tu veux faire. Elle m'a dit tu veux déposer plainte. J'ai dit oui. Et du coup le lendemain tout de suite, elle appelle la gendarmerie. Il faut savoir que mon papa n'était pas au courant tout de suite. Et c'est très dur pour un papa, sachant que mon papa m'a toujours protégée à 100%. Je suis sa princesse donc ça a été très dur pour mon papa d'encaisser. Mon papa a pas été très présent physiquement durant les procédures, ce que je comprends totalement et je lui en veux pas du tout et il m'en voudra pas de le dire. Mon papa, la seule chose qu'il voulait faire, c'est aller les voir et voilà, exactement. Mais je lui en veux pas du tout et je comprends à l'heure d'aujourd'hui et il m'en voudra pas de le dire. Est-ce qu'ensuite, t'as une suite de cette procédure? Parce que finalement, ils ont fini par être... je sais pas avoir une suite avec ça ou... Alors, du coup, j'ai mon dépôt de plainte pour mon V, qui se passe pas du tout comme prévu, encore une fois. Alors, il faut savoir déjà que la première date d'audition qu'on a, elle a été repoussée 3 fois. Et au téléphone, on nous disait, oui, mais on a des violences conjugales, oui, mais on n'a pas le temps, etc. Alors, je comprends totalement que les violences conjugales sont importantes aussi. Mais nos histoires sont pas à mettre de côté aussi. C'est pas parce qu'on est mineur, c'est pas parce que... Enfin, voilà. Je finis par aller à cette audition. Une audition qui est filmée. Je suis toute seule avec la gendarme. C'est la même gendarme qui m'a auditionnée pour mon harcèlement. Et la première chose que je lui disais dans la salle, c'est je n'ai pas la notion du temps. Et en fait, tout de suite, on comprend que ça va pas passer. Les premières choses qu'elle te dit, c'est mais pourquoi t'as pas la notion du temps? Est-ce que t'es sûre de ce que tu me racontes? Moi, je comprends pas pourquoi tu nous l'as pas dit avant, sachant que pendant mon audition pour harcèlement, ils m'ont demandé si j'avais subi des violences sexuelles et j'ai dit non. Et en fait, j'arrivais même pas à me défendre parce que même moi, je savais pas pourquoi je l'avais pas fait. À part la peur, je savais pas expliquer pourquoi. Et vient la question de comment t'étais habillée, ce que tu as bu, etc. Et tout de suite, elle me fait comprendre que, en gros, ça n'ira pas loin parce que j'ai pas apporté plus de preuves que prévu. Mais je m'en doutais et du coup, je l'accepte, même si c'est dur, je l'accepte. Et du coup, je retourne au lycée le lendemain de cette procédure, mes copines trop fières de moi, etc. Et bizarrement, après cette audition, alors je ne sais pas pourquoi, puisque je pense pas qu'ils sont au courant, mais bizarrement après cette audition, je n'ai plus reçu aucune nouvelle de ces personnes-là. C'est-à-dire que ça s'est stoppé du jour au lendemain. Juste le lendemain de cette audition, c'était fini. Et je retourne au lycée, donc tout se passe bien, mais ça arrive la fin d'année. Arrive la fin d'année, du coup, les vœux de fin de seconde, et on me demande ce que je vais faire l'année prochaine.
Et là aussi, ça s'est très mal passé parce que j'ai dit que je ne retournerai pas dans un lycée suite à ce qui s'est passé. Et tout de suite, on te cible, oui, mais t'arriveras jamais comme ça, c'est pas la bonne solution, reste avec nous, etc. Moi, j'étais très claire dans ce que je leur disais, je ne retournerai pas au lycée, etc. La fin d'année se termine, je prends comme décision avec mes parents de me mettre en distanciel pour l'année prochaine. Donc ça va très bien parce que je me dis, ok, l'harcèlement s'est stoppé, j'ai parlé, l'année prochaine je serai plus en établissement scolaire, ça va aller, je peux souffler. Et les vacances d'été se passent très très bien, je passe des super vacances d'été. Et arrive août 2023, du coup il me semble, je fais une tentative de suicide aux médicaments parce que j'avais toujours pas de nouvelles de la gendarmerie. Je savais que eux étaient toujours scolarisés dans le même lycée, que moi j'allais plus y aller, mais par contre je savais qu'il y avait d'autres personnes qui allaient y aller. Et en fait moi j'avais super peur de me dire ça risque d'arriver à une autre personne. Et c'est horrible de dire ça parce que j'avais plus peur pour moi, mais j'avais peur pour les autres personnes maintenant. Et du coup en fait je prends un gros retour de bâton en me disant j'ai fait tout ça pour rien, ça va pas aller. Je fais une tentative de... C'est mon petit frère qui me retrouve allongé dans la salle de bain. Ça, c'est hyper dur. C'est quelque chose que j'accepte toujours pas et que j'ai beaucoup de mal à le dire parce que je m'en voudrais toute ma vie que mon petit frère a eu ça. Mon petit frère appelle les pompiers, il a été génial sur toute la durée de cette procédure. Il appelle les pompiers, je suis très vite prise en charge, la police qui vient à la maison, etc. Je suis transportée aux urgences. J'arrive aux urgences et il se passe quelque chose franchement qu'on n'imagine même pas. Les médecins urgentistes savaient que quelqu'un arrivait pour une tentative de suicide. Et en fait, j'arrive, les pompiers me ramènent sur le brancard. Et j'ai un médecin urgentiste qui rigole avec les pompiers, donc il me calcule même pas. C'est même pas bonjour, comment allez-vous, etc. Qui dit je vais aller me suicider au Doliprane maintenant, salut. Et il part. Et c'est quelque chose qui est hyper dur à encaisser, sachant que t'es dans les vapes, tu comprends pas ce qui t'arrive. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Pour moi, c'est inadmissible que ça ne soit arrivé et je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule. Donc voilà, on doit encaisser ça. On doit encaisser le fait de faire la procédure contre l'intoxication. J'ai des très vastes souvenirs, sans mentir, parce que ça a été très très dur et je pense que mon cerveau a beaucoup oublié ce passage. Mes parents arrivent. Très dur aussi de voir ses parents arriver, sachant que tu sais que t'aurais pu y passer en fait. Et encore une fois, ce même médecin qui arrive, qui explique à mes parents, on voit très bien que le médecin ne me prend pas du tout au sérieux. Et que devant mes parents, ce médecin répète la dose exacte pour en gros que ça se finisse réellement. Et je me rappelle de ma mère qui le regarde et qui lui dit mais c'est pas du tout la bonne solution en fait de lui donner la dose exacte. Enfin, c'est des choses qui ne devraient pas arriver encore une fois. Je suis hospitalisée cette fois 1 semaine. Ça a été très court parce que cette hospitalisation, je voulais sortir très vite. Parce qu'il y avait l'anniversaire de ma mère le week-end et je voulais sortir très vite parce que je voulais pas rester branchée, j'aime pas ça. Ça se passe bien. J'ai des psys qui viennent me voir, je suis remise sous antidépresseurs. Je sors de l'hôpital très vite, j'ai l'anniversaire de ma mère, enfin tout se passe bien. Et je reprends un peu du poil de la bête en me disant ok, ça va aller, là j'ai des psys qui me suivent, j'ai des médicaments, je prends les cours en distanciel, ça va aller. Tu te remets gentiment de ça? Oui, je me remets gentiment de ma tentative de... Je prends les cours en distanciel, ça se passe très très bien. À un moment où je suis avec ma mère dans la voiture, et ma mère qui me dit, écoute, la gendarmerie m'a appelé, t'as été reconnue en tant que victime. Donc là, on prend un grand bol d'air frais. Et du coup, certains auteurs ont été mis en garde à vue. Et du coup, j'ai été reconnue en tant que victime. On me dit qu'ils vont être convoqués au tribunal. Voilà, il va y avoir une suite, quoi. Donc, à partir de ce moment, en fait, tout commence à aller mieux dans ma vie. C'est-à-dire que je rencontre mon copain actuel. Je sors beaucoup avec ma meilleure amie. Mes cours se passent bien. Enfin, vraiment, en fait, tout va bien. J'ai encore des antidépresseurs, mais tout va bien, quoi. Et arrive la décision du tribunal. Alors moi, je le sais à l'heure d'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'au moment de l'histoire, je l'ai appris 8 mois après. Donc durant ce temps, tout va bien dans ma vie, etc. Malgré que je demande quand même à papa et maman, est-ce que vous avez des nouvelles, etc. Et ils me disent que non. Et en fait, ils apprennent que l'affaire a été classée sans suite, pour manque d'éléments. Et
c'est hyper dur quand il me le dit. C'est mon papa qui me le dit parce qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de me le dire. Je demande depuis des mois et ils me le disent. En fait, c'est à ce moment-là où on prend un retour de bâton de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et je savais qu'il y avait des recours, faire appel, etc. Sauf qu'en fait, si on fait appel et que l'affaire est de nouveau classée, l'affaire disparaît. Ouais. Alors que si je ne fais pas appel et que l'affaire reste, c'est-à-dire que s'il y a une plainte de nouveau à son nom ou au nom des autres auteurs, l'affaire ressort. Et en fait, moi, je l'ai fait pour moi, cette plainte, mais je l'ai fait surtout parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et je le sais encore. S'il y a quelqu'un d'autre qui... Et je le sais encore plus aujourd'hui parce que je l'ai appris du coup suite à mon autre interview. Il n'y a pas eu que moi. Donc je suis très contente de ne pas avoir fait appel en fait. Et donc je décide juste d'accepter. Ça a été très dur, hein. J'ai mis des mois et des mois à accepter. Et je finis par me dire, bon, ça sert à rien en fait que je sois mal, ça sert à rien que je sois comme ça pendant des mois, c'est fait, il faut juste que j'accepte. Et arrive l'été du coup, où je commence vraiment à aller mieux dans ma vie. Je commence à faire de belles choses, etc. Je redeviens en fait la petite fille joyeuse que j'étais quand j'étais plus jeune. Et j'écrivais beaucoup à ce moment-là. Et un moment, je poste un de mes poèmes sur les réseaux sociaux qui a cartonné, où tout le monde m'a dit oui, t'as une super belle plume, il faudrait que t'en fasses quelque chose, etc. Moi, c'était pas du tout dans mon optique parce que j'ai toujours écrit et j'écris même avant cette histoire, encore plus après, mais j'ai toujours écrit en fait et j'en ai jamais fait quelque chose. Mais c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Et en fait, je regarde beaucoup mes poèmes et je me dis en fait, ouais, ça pourrait être pas mal. Et en fait, maintenant que cette histoire est passée, je me suis dit, ok, moi je me suis pas aidée, moi j'ai pas parlé, mais par contre peut-être que moi, je vais pouvoir aider des gens avec ça. Et en fait, du coup, je book un livre en 2 mois. Je mets tout ensemble, tous mes poèmes sur 4 ans de douleur, en fait, j'enchaîne tout. Et il a été terminé en 2 mois. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part aujourd'hui Oui, bien sûr. Il est sur Amazon, il est sur la Fnac, sur Cultura. Je le vends aussi sur mon Vinted. Il est trouvable partout, on peut le commander en magasin. Incroyable. Évidemment, on mettra le lien en première Merci beaucoup, c'est gentil. On peut retrouver ton Instagram aussi. Oui, Les Écrits de Lola, il s'appelle. C'est incroyable. Et aujourd'hui, comment tu te sens finalement ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, c'est toujours très dur d'en parler parce que c'est quelque chose que je suis pas totalement guérie. Mais j'en fais ma force aujourd'hui, en fait. Ça sert à rien que je me morfonde sur ce qui m'est arrivé. Et comme dit, j'ai eu un autre interview qui est sorti et en fait, ça m'a fait tellement bien de voir que je suis pas la seule et de voir que mon interview a aidé beaucoup de monde en fait. Et encore une fois, de recevoir des messages de filles qui me disent qu'elles sont pas les seules aussi dans cette histoire, la mienne, de me dire, ok, je vais faire parler des gens, je vais aider des gens alors que moi, on m'a pas aidé. Moi, je tends la main aux gens en fait. Moi, on m'a pas tendu de main, mais moi, par contre, je le fais. Et c'est la meilleure victoire. C'est la plus belle chose pour moi de pouvoir aider d'autres personnes en fait. Lola, merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que ça peut aider, tu vois, des gens qui tomberont sur ton témoignage et qui peuvent se reconnaître, voire même des personnes, ça se trouve, qui auraient été ces victimes peut-être que de cette personne, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, je pense que ça parlera à beaucoup de gens. On mettra évidemment en description, si vous voulez peut-être retrouver ces poèmes, hein, c'est ça, c'est des poèmes que tu écris. Et pour les autres, je vous rappelle que si vous aussi voulez participer à un épisode de StoryCube, vous avez un mail qui s'affiche juste ici pour envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu. On se fera un plaisir de vous faire passer dans StoryCube. Sur ce, c'était Noah. Lola, merci infiniment encore. Passez une très bonne soirée. Bye.